Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision royale, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition. Comme vous le savez, ici, c'est Jérôme Dieu seul, le prince héritier du trône ambassadeur du royaume éternel. Eh bien, déjà, je vous remercie d'avoir syntonisé votre appareil pour nous suivre et chaque jeudi à pareille heure de 20h à 21h. Merci infiniment. Donc, je tiens juste avant de commencer également à remercier les ingénieurs et les techniciens de la programmation en parlant de JL et JP. Donc, c'est toujours un véritable plaisir et un bonheur, chers amis. Donc, tel que promis, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau une belle figure dans la communauté. Et normalement, on va parler aujourd'hui de la santé et en général. Vous savez que la santé est un élément très, très important. Et pour certains, c'est le don le plus précieux et que l'homme puisse avoir, dont l'homme peut être bénéficiaire. Donc, à ce sujet, chers amis, nous avons effectivement cette possibilité aujourd'hui d'accueillir Dr Badette, effectivement, qui est avec nous et elle nous fait le plaisir et l'honneur d'être déjà ici présent. D'ailleurs, on ne va pas perdre de temps. Rapidement, je dis bonsoir et Dr Badette. Bonsoir, Monsieur Jérôme. Comment ça va? Bon, ça va très, très bien. Ça va divinement bien. On est très contents, d'autant plus que vous nous faites l'honneur d'être ici sur le plateau. Et donc, c'est un véritable plaisir et que vous soyez vraiment avec nous. Donc, en tout premier lieu, dites-nous, parce qu'on veut savoir si cette personnalité qui est déjà là. Donc, quand on parle de Dr Badette Loni, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de votre cheminement en général? Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs. C'est une question excellente. Je dois vous dire que vous allez rire de mon parcours. Je suis le docteur Badette. Tout d'abord, je dois vous dire que mon papa est avocat. Ça fait 40 ans dans la magistrature. Et j'étais déchirée entre mon papa et ma maman. Ma maman voulait que je fasse la médecine et mon papa le droit. Et je devais satisfaire tout le monde. Et à ce moment-là, j'ai étudié le droit, j'ai fait la psychologie, mais ma maman n'était pas satisfaite. Et comme j'aime les gens, j'ai 2 raisons pour lesquelles qui m'ont poussé à étudier la médecine. C'est parce que j'aime les gens. J'aime aider les gens. J'aime aider l'Église puisque je suis née à l'Église. Et puis, je devais satisfaire ma maman qui voulait que je ne pratique pas le droit parce que le droit est tuatoire en Haïti. Et en fin de compte, j'ai étudié la médecine, mais je dois vous dire que je pratique et la médecine et le droit. Oh. Vous voyez, là, la psychologie aussi, pourquoi pas. Donc, en matière de droit, je suis un petit peu vieux jeu. Mais en matière de médecine, je suis jeune. Vous voyez, parce que j'étais tiraillée entre les tendances de ma mère et celles de mon père. Alors, en ce qui a trait à ma personne, je suis mariée, adventiste née, dans le message. J'ai une fille, d'accord? Et qu'est-ce que je peux dire encore? Qu'est-ce que vous voulez que je sache? J'ai une spécialisation en Health Management de Georgetown University. Et puis, je suis psychologue. C'est parce que ça, c'est le côté que j'aime le plus dans la profession, parce que j'ai aussi étudié la psychologie, ce qui m'a permis d'aider beaucoup mes patients, parce que non seulement il y a l'approche médicale, il y a l'approche psychologique qui est très importante quand vous approchez un patient. Parfait, parfait. Donc, ça nous fait plaisir et même moi-même, je suis très surpris parce que je ne m'attendais vraiment pas à ces informations et à ces renseignements. Je sais que, de fait, vous êtes médecin,
mais je ne savais pas que vous avez étudié le droit. Mais est-ce que vous pouvez aussi nous dire depuis quand est-ce que vous exercez? Vous vous exercez comme médecin? Est-ce que, on vient de voir, est-ce que vous pratiquez la médecine en général ou bien vous faites vraiment une spécialisation et à travers laquelle vous continuez à travailler? Bon, normalement, j'ai une spécialisation en Health Management de Georgetown University. OK? Ça, c'est une spécialisation de gestion de santé où je peux travailler comme gestionnaire en santé, comme médecin gestionnaire en santé. Vous voyez? Okay. Je n'ai pas une spécialisation médicale comme pédiatre, bien que j'ai l'intention de le faire, de me spécialiser, mais c'est plutôt en gynéco-obstétrique. Ah, OK. D'abord, parce que je compte faire 2 spécialisations. Soit que je fasse une spécialisation en obstétrique ou bien une spécialisation médecin à cheval sur le droit aussi. OK? Médecin légiste, mais bien que vous voyez toujours la tendance de la famille. Ah, médecin légiste en Haïti, ça fait peur, hein? OK. Ça fait peur, mais quand même, c'est parce que je veux concilier le droit et la médecine. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est assez clair, sauf que ça fait combien? 5 ans. OK. Depuis que vous pratiquez? Je suis dans le domaine, ça fait 5 ans. OK, excellent. Donc, vous avez passé combien de temps à faire les études? Je sais qu'en général, ça prend 7 ans. Les études de médecine, de médecine, ouais. c'est 7 ans, d'accord? Et puis plus 3 ans, bien 4 ans de spécialisation, ça fait 11 ans. Oh, parfait, parfait. Ça Donc, fait 11 ans, ans. plus vous avez eu la chance. Non, maintenant, je n'ai pas fait la spécialisation de 4 ans. OK. Il y a des spécialisations, par exemple, si vous faites la santé publique, vous faites 2 ans. OK? Il y a des spécialisations, de sous-spécialisations où voici 2 ans ou bien 1 an et demi. Donc, je présume que vous avez passé une grande partie de votre existence à étudier parce que vous avez fait le droit, vous avez fait la psychologie, vous avez fait la médecine. Et je vais étudier, je vais continuer encore parce que normalement, si je ne fais pas l'obstétrique et la gynéco, donc je vais pouvoir faire la santé publique pour pouvoir aider mon pays. Excellent. Donc, ça fait plaisir. Dites-nous, et vous savez que la santé, c'est un domaine qui est très, très important. Donc, je dirais même que c'est le don le plus précieux et dont l'homme est bénéficiaire. Alors, comment peut-on définir la santé? Quelles sont les lois et les principes même de la santé sur le plan global pour que l'être humain puisse rester vraiment en bon état de santé? Nous sommes de foi chrétienne. Et quand je regarde la définition de la santé selon l'OMS, j'ai souri parce que je me réfère à 3 Jean 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Comme prospère l'état de ton âme à tous égards. Maintenant, l'OMS a défini la santé. La santé comme un bien-être, mais pas un bien-être physique seulement, un bien-être physique, social, moral, émotionnel. C'est-à-dire que ça ne se résume pas à l'absence de maladie. C'est-à-dire que c'est pluridisciplinaire, pluridimensionnel la santé. Pour que vous soyez en santé, vous devez avoir la santé physique, la santé émotionnelle, la santé psychologique et la santé sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? La santé physique, c'est l'absence de maladie. Est-ce qu'une personne qui souffre de schizophrénie est en santé? Pas du tout. Il est en pleine forme, mais il n'a pas la santé mentale. Total, ouais. D'accord. La santé sociale, c'est la meilleure des santé. C'est la personne qui est capable d'être en harmonie avec ses pairs. Et vous voyez que la Bible nous recommande d'avoir de très bonnes relations avec les autres. Aimez votre Dieu, ensuite aimez votre prochain. Ça a rapport avec la santé relationnelle, la santé sociale. C'est la santé sociale qui nous permet de nous intégrer dans la société. Il y a la santé émotionnelle, la santé psychologique, parce qu'il y a un rapport entre le soma et le psyché. C'est-à-dire, si le psyché est en bonne santé, le soma, qui est le corps, sera en bonne santé. C'est l'interrelation. Et si le soma n'est pas en bonne santé, donc le psyché ne le sera pas non plus. Donc, vous voyez que l'importance de la santé, c'est interrelationnel. Donc,
pour que vous soyez en Ils santé, sont indissociables. c'est indissociable. Ce sont des éléments indissociables. Il y a les déterminants aussi de la santé qui doivent vous permettre de rester en santé. J'aurais à parler aussi des déterminants de la santé tout à l'heure à votre prochaine question. Et parfait, parfait. Donc, ça nous fait vraiment plaisir et je suis sûr que nos téléspectateurs et téléspectatrices, donc, ils ont bien appréhendé vraiment le concept et comment qu'il faut prendre soin vraiment de la santé. Et à mon avis, je pense qu'il y a plusieurs domaines d'activité. Il y a le génie, il y a le droit, et l'agronomie, les finances, la technologie, et j'en passe. Alors, pourquoi vous avez fait le choix de la médecine? OK, donc, qu'est-ce qui vous a motivé pour apprendre la médecine et comment peut-on faire la différence entre la médecine conventionnelle et la médecine, je dirais, naturelle? D'accord. Alors, je vous avais dit au début que j'ai une passion pour aider les gens. Et étant donné que je n'aurai pas suffisamment de temps pour vous raconter l'histoire, quand j'étais en Haïti, j'avais un premier ancien qui m'avait appelé et on devait aller voir quelqu'un, une fille qui a été abandonnée à l'hôpital, pas Sainte-Catherine, c'est, je vais vous dire, c'est à Cité-Soleil. Et quand j'ai été, je me suis dit, bon, là, il y avait vraiment des problèmes et on devait aller à l'hôpital avec cette fille-là. Elle avait eu une césarienne et malheureusement, on cherchait beaucoup de médecins. On ne pouvait pas trouver à cause de cette histoire d'insécurité. Et bon, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait de l'insécurité, mais ce n'était pas comme en 2021, 2022, 2023. Durant les dernières années. Durant les dernières années. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, et ma maman veut que je fasse la médecine, OK, je vais le faire. Parce que je dois aider l'Église. À ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais étudier la médecine. Vous voyez, il n'y avait pas de l'insécurité. Il y avait de l'insécurité. Oui, mais ce n'était pas trop intense. C'était pas trop intense. Parce que quand on parlait de VAR, quand vous allez à Martissant, qu'on parlait de VAR, on avait peur, il y avait de l'insécurité le soir. Mais pas l'insécurité criante comme on connaît maintenant. Vous voyez? Maintenant, quand on parle de médecine conventionnelle, médecine traditionnelle, moi-même, je dois vous dire que pour être honnête et sincère avec vous, je pratique la médecine conventionnelle. Mais par contre, je n'ai pas grand-chose à dire de négatif de la médecine traditionnelle. Parce que les médicaments ont été préparés à base de feuilles et de plantes. Oui, les médicaments. Par exemple, on utilise en pharmacologie, on a étudié que certains médicaments sont préparés à base de feuilles, de plantes, de racines, tout ça. Vous voyez qu'on a transformé ça au niveau des laboratoires. Mais maintenant, la médecine traditionnelle utilise les plantes de manière naturelle. Donc, il y a un point de rencontre. Moi, je pense que Dieu a mis ces choses-là dans la nature pour servir. Et même quand je suis médecin, j'utilise la méthode conventionnelle, c'est-à-dire que la chimiothérapie, les médicaments, et le médecin naturiste, eh bien, fait un bon travail. Cependant, je peux vous dire un petit conseil qui est salutaire. Il y a des pathologies qu'on a, il faut avoir recours ipso facto à la médecine conventionnelle. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un étranglement hernière, mon Dieu. Vous n'allez pas prendre des tisanes, mes amis, mon Dieu. Voyez, il faut rentrer immédiatement à la SOP. Il faut la chirurgie, de toute évidence. Vous avez une présentation, un CPD, une disproportion céphalopelvienne, mon Dieu. On donne des thés de tisane à la femme, elle ne peut pas accoucher. C'est le bassin qui est rétréci. Il faut une césarienne.
Absolument. Donc, il faut que les gens puissent concilier ça, comprendre quand est-ce qu'il faut faire appel à la médecine conventionnelle, quand est-ce qu'il faut faire appel à la médecine naturelle. Mais je pense que les deux concourent au bien-être de l'homme. Absolument. Je pense que je vous donne un A+, parce que je m'attendais effectivement à cette réponse. Donc, effectivement, les deux sont importants. Donc, ce sont des domaines qui sont complémentaires. Exactement. Donc, on ne peut pas vivre sans les deux et les deux sont hyper importants. Alors, donc, merveilleux. Alors, dites-nous, lors de la dernière crise sanitaire, et Dr Badette, et 2019-2020, ce qu'on appelle crise Covid. Et donc, on connaît, c'était une crise qui affectait plusieurs mondes. Il y a des millions de gens qui mourent, et grand pile monde qui paralysé, grand pile monde qui hospitalisé, des choses de même. Est-ce que vous êtes capable de dire nous un peu de mots et comment personnellement vous vivez moment ça, et puis qui type de contribution t'es porté dans la communauté haïtienne, vu que à ce moment-là, je pense que... Oui, j'étais en Haïti. Exactement. D'accord. Maintenant, c'est une excellente question. D'abord, il faut l'éducation. Ce que j'ai fait durant cette période, d'accord, j'ai donné des conférences. On était en Haïti. J'ai donné des conférences. D'accord? Et puis, la manière de se comporter, d'accord, la prévention, ok, et avec les conférences que je donnais dans les églises, ok, je donnais même des formations, d'accord, sur comment on devait s'habiller, comment on devait prendre soin des patients qui avaient le COVID. Parce que j'avais aussi reçu une formation. Et la formation que j'avais reçue, eh bien, j'avais fait le partage avec les jeunes. Et heureusement, on est sorti très bien. Et quand il y avait des sœurs et des frères qui me contactaient, qui avaient des problèmes, je les canalisais dans les hôpitaux, je leur donnais de petites notes pour qu'on puisse les admettre dans certains hôpitaux. Je pense que j'étais au four et au moulin et on a été bénis. Excellent. Donc, pour terminer, Dr Badette, avec notre superbe entrevue aujourd'hui, donc, est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que vous pouvez nous donner vraiment quelques conseils pour rester en bon état de santé? Et puis, si vous devriez avoir un message important pour la communauté haïtiano-canadienne, quel sera ce message-là? D'accord. La santé, je dois vous dire que M. Jérôme, c'est un élément important. Et ça, la santé vous permet d'avoir une vie équilibrée et de vous intégrer dans la société. Sans la santé, vous ne pouvez rien faire. Mais je dois vous dire que la santé, c'est transversal. C'est un domaine transversal. Donc, la santé a un rapport avec la famille, avec l'économie, avec la psychologie. D'accord? Parce que la santé englobe tout. Maintenant, quelle est l'importance de la santé? Quand on a la santé, on a une bonne qualité de vie. On peut s'intégrer dans la société, on peut travailler. Si on a la santé, on peut être productif. C'est-à-dire, on peut apprendre à l'école, on peut travailler, on peut devenir un citoyen capable de travailler et de favoriser à l'émergence de l'économie du pays dans lequel vous vous trouvez. Et quand on a la santé, on a un bien-être social et relationnel. Exemple, si vous avez une céphalée, donc, alors excusez-moi, si vous avez, si vous avez une céphalée, une migraine. Donc, une migraine, mon Dieu, on vous parle, vous n'êtes pas disposé pour parler. Vous voyez, la relation sera un petit peu effritée parce que vous ne vous portez pas bien. Maintenant, là, vous voyez l'importance de la santé. Parce que la santé vous permet d'être épanoui et d'être équilibré dans la société. Quels sont les conseils que je pourrais donner à la société québécoise? D'abord, je pourrais leur dire, il faut avoir un mode de vie sain. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sommeil. Vous voyez que ce n'est pas important, tout le monde banalise le sommeil, va le soir au lit à minuit, 2h, 3h du matin. Mais non, parce qu'il est clairement stipulé que
l'hormone, eh bien, du bonheur. C'est pendant que vous dormez, vous allez sécréter ça, la sérotonine. Et quand vous ne sécrétez pas la sérotonine, vous êtes anxieux. C'est pourquoi quand vous ne dormez pas, vous voyez que la personne est irritable et irritée parce qu'il y a une réduction de l'hormone de sérotonine. Et maintenant, quand vous ne dormez pas, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, votre corps va sécréter la gréline, qui est une hormone qui va favoriser, eh bien, augmenter, eh bien, votre appétit. À ce moment-là, vous allez avoir de l'embonpoint. Vous allez manger beaucoup et vous allez perdre votre allure là, votre forme là. Vous voyez comme vous êtes en forme. Donc, à ce moment-là, moi-même, j'aurais aimé que l'on suive, qu'on ait une alimentation équilibrée, une alimentation saine, un mode de vie sain, éviter l'alcool, éviter des aliments riches en cholestérol. Parce que j'ai vu que l'hypertension artérielle fait ravage en Haïti comme ici aussi. Et puis d'avoir de bonnes relations avec les autres. Et pour avoir de bonnes relations avec les autres, il faut maîtriser votre stress. Pour maîtriser votre stress, d'abord, ça passe par la prière, par une alimentation équilibré, riche en vitamine B12 et par un sommeil reposant et vous allez avoir une bonne et excellente santé. Donc voilà, alors merci infiniment Dr Badette et Loni. Donc je pense que nous avons eu une entrevue extraordinaire. Les téléspectateurs et téléspectatrices, donc, ils vont être très, très contents. Ils sont très heureux de vous entendre. Donc, on a eu une conversation au-delà absolument de mes attentes. Et merci de vous être déplacés pour venir ici. Et je pense que vous auriez tellement de choses à dire et cette courte entrevue ne suffit pas vraiment pour assurer la santé optimale des Québécois, des Québécoises, des Canadiens et des Canadiennes. Donc, mille merci d'être venus et on espère vous voir et vous revoir à une prochaine occasion. Merci, ce serait toujours un plaisir de venir et de donner des conseils de santé. D'abord, l'éducation, c'est ma passion. Comme vous le savez, chers amis, vous êtes sur la télévision royale et nous sommes arrivés au moment où nous allons effectivement procéder à notre rubrique financière avec notre ami Hugues Courtois qui est agent immobilier, courtier immobilier. Donc, c'est un monsieur qui nous aide à vraiment faire la création de la richesse, particulièrement au niveau des propriétés. Donc, il nous aide à vendre des propriétés, à faire de l'achat des propriétés avec une certaine facilité. C'est pour cela que je vous demande de le suivre en tout temps et comme ça, vous allez progresser quotidiennement. Donc, aujourd'hui, il est déjà avec nous. Donc, dans le cadre de faciliter certaines transactions, nous avons entendu parler de CELI App, d'accord, qui aide vraiment donc, de nouveaux acheteurs sur le marché parce que tout le monde veut avoir de belles opportunités. C'est pour cela, mesdames et messieurs, donc, nous n'allons pas prendre tout le temps à parler parce que lui, il est déjà avec nous. Nous disons bonsoir Jean-Hugues. Comment vas-tu, mon cher? Ça va bien, Jérôme, ça va bien. Merci pour la belle présentation. Et puis, on salue tous les téléspectateurs de Télé Royale. Donc, on leur remercie pour leur fidélité. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de CELI App parce que CELI App, c'est un outil très intéressant pour les nouveaux acheteurs. Vous savez, Jérôme, les gouvernements, surtout le gouvernement canadien, dans les périodes électorales comme ça, ils offrent toujours des bonbons. Ils disent « Ah, on va donner ci, on va donner ça, etc. etc. » Mais c'est dans ce cadre-là que le gouvernement fédéral avait promis d'aider les nouveaux acheteurs parce que vous savez, comme tout le monde le sait, là, que
c'est pas facile pour un premier acheteur d'arriver à acheter sa première propriété quand vous n'aviez pas un parent qui avait déjà de l'argent pour vous prêter de l'argent. Accumuler de l'argent pour acheter la première propriété, c'est très difficile parce que les prix des propriétés sont chers. Alors, c'est pour ça que le gouvernement fédéral avait promis d'aider les nouveaux acheteurs. Et quels moyens qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé ce qu'on appelle le CELI App. Donc, beaucoup de gens savent déjà c'est quoi un CELI. CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Donc, il n'y a pas d'impôt. Maintenant, ils sont venus avec le CELI App, c'est-à-dire c'est un compte d'épargne libre d'impôt, mais pour aider les premiers acheteurs. Donc, c'est pour les premiers acheteurs. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que c'est très simple. Vous allez à la banque, vous dites, je veux ouvrir un CELI App, et ils ouvrent un compte pour vous en CELI App. Cet argent, il reste dans le compte, comme un compte d'investissement. Mais cependant, cet argent-là, vous allez, une fois que vous le mettez, vous avez le droit à 8 000 par personne. Donc, si par exemple, vous allez acheter une propriété et vous comptez acheter la propriété, disons, en juillet ou bien en août ou en septembre, donc vous avez le droit à mettre 8 000. Maintenant, l'année prochaine, vous avez le droit encore à mettre un autre 8 000. Jusqu'à probablement 32 ou 40 000. Donc, pendant une période de 4 ans, vous pouvez mettre de cet argent-là et chaque fois que vous mettez le 8 000, vous avez un retour d'impôt. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans. Donc, vous avez un bon retour d'impôt. C'est comme si c'était un REER. Donc, vous avez, je dirais, aux alentours de 3 000 $ de retour d'impôt sur chaque 8 000 $ que vous mettez. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, contrairement au REER, par exemple, quand vous mettez au REER, vous avez le droit de rapper le REER. C'est-à-dire, vous avez le droit de reprendre cet argent-là pour acheter une propriété. Mais par contre, le problème avec le REER, c'est que quand vous rappez, c'est-à-dire vous prenez le REER pour acheter, eh bien, il faut remettre ce REER-là sur une période de 15 ans. Donc, il faut quand même retourner cet argent. Si vous prenez 40 000 $ de REER, eh bien, il faut retourner ce REER, sinon vous allez être imposé. Par contre, le CELI App, non seulement vous avez le retour d'impôt, parce que vous mettez 8 000, vous avez un retour d'impôt, et que vous pouvez ajouter sur l'argent que vous aviez déjà. Ensuite, l'avantage, c'est que vous n'allez pas le retourner. Donc, vous n'avez pas à redonner cet impôt-là au gouvernement. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant pour les nouveaux acheteurs. Donc, les acheteurs qui ont déjà eu une maison, ils ne sont pas éligibles. Donc, c'est seulement les nouveaux acheteurs. Donc, je vous conseille très fortement à aller ouvrir un CELI App si vous avez l'intention d'acheter. L'avantage encore, c'est que vous pouvez le mettre juste au moment où vous allez passer chez le notaire. Par exemple, moi là, même si vous avez déjà acheté la maison, mettons que vous avez fait l'offre d'achat, tout est déjà réglé, mais vous n'êtes pas encore passé chez le notaire, vous pouvez aller à la banque, ouvrir le CELI App et sortir l'argent le lendemain. Et vous pouvez avoir le retour d'impôt. Donc, c'est très, très, très intéressant. C'est un outil très intéressant. On recommande souvent à nos clients, acheteurs, c'est leur première maison. On dit, mettez de l'argent dans le CELI App, ça va vous rapporter de l'argent. OK, donc ça, c'est vraiment intéressant. Chers amis, vous qui êtes intéressés à avoir votre première maison, on a bien dit votre première propriété, donc à ce moment-là, c'est hyper important d'avoir un CELI App. Si c'est une deuxième maison ou bien une troisième, vous n'avez pas droit, vous n'êtes pas éligible par rapport à cela. Donc, c'est pour cela que, donc, si vous, personnellement, eh bien, vous êtes intéressé, vous avez de l'intérêt à avoir votre première propriété, eh bien, allez-y. Si vous connaissez des gens aussi, eh bien, tout à l'heure, Monsieur Hugues Coutroy va vous donner son numéro de téléphone. Vous pouvez communiquer avec lui afin qu'il puisse vous aider vraiment à ouvrir un CELI App. Et ensuite, et chers amis, vous savez que quand on achète une maison, il y a toujours un amortissement. Généralement, cela se fait sur 30 ans. Donc, parce que l'amortissement, c'est vraiment, ça peut aller 25, 30 ans. Et certaines personnes aiment bien allonger leur amortissement parce que ça, c'est important. Donc, est-ce que, Hugues, rapidement, vous pouvez nous dire vraiment, est-ce que c'est 30 ans ou bien est-ce que c'est 20 ans qui est mieux par rapport à l'utilisation du client? OK. Non, tout d'abord, je vais clarifier un petit peu, c'est que avant 15 décembre, les premiers acheteurs, ceux qui mettent moins que 20% sur leur propriété,
sur l'achat de leur propriété, eh bien, ils avaient le droit seulement à 25 ans. Donc, si vous achetiez une propriété l'année dernière, eh bien, vous aviez le droit de l'amortir sur 25 ans. L'amortissement, c'est comme le temps que ça vous prend pour payer la propriété. Donc, ça prenait 25 ans. Donc, vous aviez le droit de mettre sur 20 ans, mais pour aider, parce que quand vous le mettez sur 25 ans, ça vous permet d'être qualifié pour une plus grosse propriété, parce que souvent, des fois, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc peut-être s'ils sont qualifiés, s'ils mettent ça sur 20 ans, mais ils vont être qualifiés pour 400 000. Or, 400 000, ils ne vont pas trouver la bonne propriété qu'ils aiment, donc ils mettent ça sur 25. Alors, là encore, c'est un autre outil que le gouvernement a mis encore en place parce qu'il a vu que les maisons deviennent trop chères et que les acheteurs ont de la misère à se faire qualifier. Alors, ils ont donné la possibilité aux premiers acheteurs aussi d'avoir la possibilité de mettre ça sur 30 ans. Donc, ça fait qu'avant, c'était sur 25. Maintenant, les premiers acheteurs ils peuvent aussi avoir l'amortissement sur 30 ans. Là, il y a une catégorie de personnes qui avaient déjà accès aux 30 ans, c'est-à-dire les gens qui avaient 20% de mise de fonds. Okay. Donc, si vous aviez 20% de mise de fonds, donc vous aviez la possibilité de le mettre sur 30 ans. Maintenant, c'est tout le monde qui a le droit de le mettre sur 30 ans. OK. Ça, c'est de bonnes nouvelles. C'est de très bonnes nouvelles. Ça aide aussi. C'est pour ça que maintenant, les gens, ils achètent un peu plus maintenant. Les gens qui connaissent Et voilà. Mais il y a des gens aussi... en fait, quelle est la différence entre ceux qui achètent sur 30 ans et ceux qui achètent sur 20 ans, Hugues? Parce qu'on comprend que plus on allonge, ou bien on le prolonge, et l'amortissement, ça veut dire à ce moment-là, on va payer, j'imagine, beaucoup moins. Et plus on a l'amortissement est sur le long terme. C'est ça, mais ça prend plus de temps. Exactement. Donc, mais pour faciliter la tâche aux nouveaux acheteurs, pour payer moins cher, donc on allonge le temps, c'est-à-dire jusqu'à 30 ans. Et maintenant, si on a, j'imagine, si on a un peu d'argent, on a un peu de sous, eh bien, on peut toujours le faire pour 15 ans, 20 ans. Donc, oui. Si vous avez les moyens, tout dépend de votre capacité de payer. Parce que si vous avez une hypothèque de $2,000 et vous êtes capable de payer 2,500, eh bien, vous dites, OK, moi, je vais le mettre sur 20 ans au lieu de l'avoir sur 25 ans, ou bien au lieu de l'avoir sur 30 ans. Ce n'est pas vraiment une obligation de le mettre sur 30 ans. Puis, n'oubliez pas aussi une petite chose, je vais ouvrir une petite parenthèse. Par exemple, quand vous avez un amortissement, même si c'est de 25 ans, même si c'est de 30 ans, vous avez toujours le droit de mettre un peu d'argent de plus par année. Par exemple, il y a des banques, c'est 10% que vous pouvez mettre. Donc, disons que vous payez toujours la mensualité, mais si vous voulez payer la maison un peu plus vite, vous allez dire, OK, chaque année, je vais déposer 10% de plus sur le prix de la maison. Si vous avez une maison de 500 000 et vous voulez finir ça rapidement, eh bien, chaque année, vous mettez 10%, ça fait quoi, 50 000? Eh bien, dans 10 ans, vous êtes pas mal proche de finir de payer. Ah, tout à fait. Alors, Hugues, dites-nous, c'est très important. Et on est arrivé, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision royale, à la fin de notre rubrique. Et maintenant, c'est sûr que vous voulez contacter l'agent immobilier pour avoir des questions, etc. Mais juste avant que vous partagez vos coordonnées, Hugues, avec nos amis, qu'est-ce qu'on devrait retenir définitivement pour l'acquisition de la propriété et pour cette période? Qu'est-ce qu'on devrait surveiller? Qu'est-ce que vous devez surveiller si, par exemple, vous avez l'intention d'acheter une propriété? Ce qui est important pour vous, c'est mettre de l'argent de côté parce que sans la mise de fonds, vous n'êtes pas capable d'acheter. Okay? Surveillez aussi votre crédit. C'est très important. Si vous avez une bonne cote de crédit, essayez, faites attention, maintenez votre cote de crédit à bien. Ensuite, si ce n'est pas trop bon, mais alors dans ce cas-là, essayez de payer vos affaires à temps. Et s'il vous plaît, la chose la plus importante que je dis toujours, si vous voulez acheter une propriété, si vous avez une vieille auto, essayez de la garder un petit peu en attendant parce que ne courez pas prendre un prêt auto à $1,000, ça va vraiment descendre votre capacité.
Et aussi, si vous avez un emploi stable, même si vous n'aimez pas trop le patron, mais peut-être c'est mieux de le garder parce que si vous changez d'emploi et puis vous n'avez pas encore la permanence, mais vous n'allez pas pouvoir rester. Excellent. Donc, dites-nous, c'est important, le code pour vous rejoindre, Hugues, vous êtes disponible plus le matin ou bien le soir? Quel est votre code pour vous rejoindre? Parce que les gens veulent poser des questions. Dites-nous. Oui, c'est le 514-772-0870. Et puis, c'est ça, je suis disponible. Là. Appelez-moi, textez-moi, WhatsApp, n'importe façon. Et je suis toujours disponible. Donc, c'est 514 772-0870. Excellent. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision royale, merci infiniment d'avoir suivi cette rubrique avec nous. Mais c'est toujours chaque jeudi de 20h à 21h. Donc, vous allez toujours suivre cette rubrique financière avec nous afin de vous aider à acquérir votre nouvelle propriété. Et si vous avez déjà une propriété, on peut vous aider aussi à vendre et acheter une plus grande propriété. Donc, merci, mais n'oubliez surtout pas de partager ces informations avec les membres de vos familles et surtout avec vos amis. Donc, à la prochaine. Tenez bon. Ciao, ciao.